Le législateur a adopté une loi importante concernant l'organisation judiciaire en matière familiale. Il s'agit de la loi du 30 juillet 2013 portant création d'un tribunal de la famille et de la jeunesse. La création d'une nouvelle section du tribunal de première instance, à savoir le tribunal de la famille et de la jeunesse, était devenue indispensable, et ce, tant pour l'efficacité de la justice que pour son accessibilité. L'objectif de cette nouvelle loi est triple: l'accessibilité, l'uniformité et la souplesse des procédures, la spécialisation des magistrats, ainsi que la médiation. Depuis septembre 2014, le tribunal de première instance se compose du tribunal de la famille et de la jeunesse, du tribunal civil, du tribunal correctionnel et du tribunal d'application des peines. Quant au tribunal de la famille et de la jeunesse, il se compose de chambres de la famille, de chambres de la jeunesse et de chambres de règlement à l'amiable. La chambre de la famille sera chargée de toutes les compétences civiles en matière de contentieux familial. La chambre de la jeunesse, quant à elle, sera chargée des mesures relatives aux mineurs qui se trouvent en danger, aux mineurs ayant commis des faits qualifiés d'infraction et des mineurs souffrant de troubles mentaux. En ce qui concerne la chambre de règlement à l'amiable, celle-ci aura pour mission de tenter le règlement des conflits à l'amiable. En outre, au sein de la cour d'appel a également été créé des chambres de la famille, des chambres de la jeunesse et des chambres de règlement à l'amiable. En ce qui concerne les dispositions transitoires, il y a lieu de préciser que les procédures qui sont en cours lorsque la loi est entrée en vigueur, à savoir en septembre 2014, continueront à être traitées par les juridictions saisies. La compétence du tribunal de la famille est déterminée par le nouvel article 572 bis du Code judiciaire. Ainsi, sans préjudice des compétences spéciales reconnues aux juges de paix et des législations particulières, le tribunal de la famille connaît toutes les demandes relatives à l'état des personnes, mariage, divorce, filiation, adoption et autres, les demandes relatives à l'annulation de la cohabitation légale, les demandes des époux et cohabitants légaux relatives à l'exercice de leurs droits ou à leurs biens, ainsi que des mesures provisoires qui s'y rapportent, et des recours contre le refus de l'officier de l'état civil d'acter la déclaration de cohabitation légale. Ainsi également, toutes les demandes relatives à l'autorité parentale, l'hébergement ou les droits aux relations personnelles à l'égard des enfants mineurs, les constats de l'impossibilité durable d'exercer l'autorité parentale visée à l'article 389 du Code civil, les demandes relatives à la protection des droits de garde et de visite transfrontalière, les demandes liées aux obligations alimentaires, à l'exception de celles qui sont liées aux droits aux revenus d'intégration sociale, les litiges relatifs à la détermination du ou des allocataires des allocations familiales relatives à des enfants dont les parents ne vivent plus ensemble, ainsi que des requêtes en opposition au paiement à allocataires, les demandes relatives au régime matrimonial, aux successions, aux donations entre vifs ou au testament, les demandes en partage, les demandes relatives à l'interdiction temporaire de résidence visée par la loi du 15 mai 2012 relative à l'interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique, de l'opposition faite par le titulaire de l'autorité parentale à l'exercice des droits de l'enfant mineur non émancipé au retrait des sommes inscrites au livre ou au carnet d'épargne de ce dernier, les demandes formulées en application de l'article 220, paragraphe 3 du Code civil, de l'opposition faite par le père, la mère, l'adoptant ou le tuteur officieux au paiement à allocataire des prestations familiales pour travailleurs salariés, de l'opposition au paiement à allocataire des prestations familiales pour travailleurs indépendants.
Le tribunal de la famille est également compétent selon d'autres dispositions. Pour les affaires urgentes, le président du tribunal de première instance n'est compétent pour les affaires urgentes qu'en cas d'absolue nécessité. La vente entre époux, le régime successoral des petits héritages, en matière d'interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique et autres. La loi du 30 juillet 2013 portant création du tribunal de la famille et de la jeunesse a mis en place une nouvelle chambre de règlement à l'amiable. Le rôle de la chambre de règlement à l'amiable est, comme son nom l'indique, un rôle de conciliation entre les parties. Ainsi, les parties peuvent soumettre leurs différends à la chambre de règlement à l'amiable, et ce tant au niveau du tribunal de la famille que devant la cour d'appel. C'est l'article 731 du Code judiciaire qui constitue la réglementation applicable à cette nouvelle chambre et qui détermine son mode de fonctionnement. À cet égard, il y a lieu de souligner que le juge siégeant à la chambre de règlement à l'amiable ne peut siéger dans les autres chambres du tribunal de la famille et de la jeunesse s'il y a eu connaissance des dossiers à la chambre de règlement à l'amiable. À défaut, sa décision sera nulle. L'objectif de cette disposition est d'éviter que l'impartialité du juge qui doit trancher les litiges ne soit affectée par son rôle de conciliateur. Le législateur a voulu favoriser davantage le recours au mode alternatif des conflits dans le cadre de problématiques familiales, de sorte que la nouvelle réglementation prévoit que le tribunal de la famille doit, à l'audience d'introduction, informer les parties de la possibilité de résoudre leurs litiges par le biais de la conciliation, de la médiation ou de tout autre mode de résolution amiable des conflits. La demande de renvoi devant la chambre de règlement à l'amiable peut être formée par les parties à l'audience d'introduction, mais également par le juge lui-même qui peut ordonner un renvoi d'office. En outre, tout au long de la procédure, les parties n'ayant pas demandé le renvoi à l'audience d'introduction peuvent le solliciter. Les discussions et les écrits devant la chambre de règlement à l'amiable sont confidentiels. Lorsque les parties parviennent à un accord, partiel ou total, ce dernier sera transmis dans un procès-verbal revêtant la formule exécutoire. Cela étant, les parties peuvent demander au juge qu'il acte l'accord en question afin de mettre fin au litige dont il avait été saisi, et ce sur base de l'article 1043 du Code judiciaire. L'intérêt de faire acter l'accord est d'épuiser la juridiction du magistrat saisi. En effet, dans cette hypothèse, les parties ne pourront plus revenir devant le juge. La chambre de règlement à l'amiable siège sans l'assistance du ministère public. Par conséquent, ce dernier rendra son avis ultérieurement par écrit. Au regard de l'article 731 du Code judiciaire, la procédure de règlement à l'amiable peut prendre fin à la demande du juge, et ce, à tout moment. Les parties peuvent également demander de mettre fin à la procédure. En outre, si la conciliation est un échec, car aucun accord n'est pris entre les parties, la chambre de règlement à l'amiable renvoie l'affaire devant la chambre de la famille compétente. Une des innovations importantes qui a été introduite par la loi du 30 juillet 2013 est le dossier familial. L'objectif de ce dossier familial consiste à regrouper dans un même dossier toutes les demandes soumises au tribunal par une même famille, et ce afin que le juge familial puisse disposer d'un dossier complet reprenant l'historique des litiges intervenus entre les familles. L'article 725 bis du Code judiciaire dispose que les demandes soumises au tribunal de la famille entre des parties qui soit ont au moins un enfant mineur commun, soit sont ou ont été mariés, soit sont ou ont été des cohabitants légaux, sont jointes dans un seul dossier familial.
Il est utile de souligner que le dossier familial se compose uniquement des affaires soumises au tribunal de la famille et non des affaires soumises au tribunal de la jeunesse. En effet, pour les affaires qui entrent dans le champ de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, ces éléments seront repris dans un dossier protectionnel établi pour chaque enfant. Concrètement, un dossier familial est créé dès la première demande introduite devant le tribunal de la famille. Outre le numéro de rôle attribué à l'affaire, il sera également attribué un numéro spécifique au dossier familial. Ce numéro sera indiqué sur tous les actes introductifs d'instance, les conclusions et les autres pièces du dossier. Ainsi, pour toutes les affaires ultérieures pour lesquelles les mêmes parties sont en cause, le dossier de cette nouvelle procédure sera joint au dossier familial préexistant.